Et bon réveil, merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité. Ça se passe en direct, vous le savez, et depuis Tel Aviv. Voici les titres de cette édition. À 1 mois et demi des élections israéliennes, eh bien le Likoud reprend du poil de la bête. Et quoi qu'il arrive, la gauche ne parviendrait pas à former une majorité. Benyamin Netanyahou pourrait donc retrouver son trône pour la 4e fois. En France, Marine Le Pen a le vent en poupe après le succès du FN aux élections partielles dans le Doubs. Eh bien, elle s'est exprimée hier soir en exclusivité sur i24 News. On revient évidemment sur ses déclarations. Enfin, décryptage d'un phénomène qui prend de l'ampleur et qui ne choque plus grand monde, avoir des enfants à 40 ou même 50 ans. Les grossesses tardives se multiplient, ce sera en fin d'émission. Bonjour à tous, merci donc d'être avec nous et bonjour à notre équipe de choc ce matin. Myriam Dano est avec nous, notre rédactrice en chef. Dror Even Sapir, bonjour, notre analyste politique. Et évidemment, on ne peut pas faire sans lui, Cyril Amar. Bonjour Barbara. On démarre avec les grands titres, la une de la presse ce matin. Et on commence avec les journaux israéliens qui rendent hommage massivement aux soldats qui ont combattu pendant l'opération à Gaza cet été. Et oui Barbara, 53 officiers, soldats et réservistes ont été décorés hier par le chef d'état-major israélien Benny Gantz pour leur bravoure au titre de l'opération Bordure Protectrice qui, vous le savez, a donc opposé cet été l'armée israélienne au Hamas. Le Yediot Ahronot avec cette image, cette photo de famille rend hommage ce matin en une à ces héros irremplaçables. Et la palme du chef d'état-major, elle a été remise à cet homme, vous allez le voir, il s'appelle Chaim Tamam, c'est un réserviste âgé de 56 ans et il a localisé à lui seul, tenez-vous bien, pas moins de 19 tunnels du Hamas. Parmi les décorés, on trouve également le lieutenant Eitan Foun qui a reçu la médaille du mérite pour avoir poursuivi des terroristes du Hamas seul dans un tunnel de Rafah. C'était pour tenter de sauver le lieutenant Hadar Goldin. Alors, bordure protectrice toujours avec la démission très médiatisée de William Shabazz, président de la commission de l'ONU chargée d'enquêter sur les éventuels crimes de guerre commis cet été pendant l'opération à Gaza. William Shabazz, qui vous le savez, était accusé par Israël d'impartialité puisqu'il avait travaillé en 2012 comme consultant pour l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP. Et dans une lettre qu'il a remise à ses patrons de l'ONU, eh bien, il explique qu'il ne voulait pas entraver cette enquête parce qu'il était donc pris à partie par l'État hébreu. Myriam, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle cette démission pour Israël ? Pour la diplomatie israélienne, c'est certainement une bonne nouvelle parce que, en tout cas, la diplomatie israélienne l'annonce clairement. Cette démission, c'est le résultat de très fortes pressions de la diplomatie israélienne qui considérait que cette personne n'était pas à la bonne place et ne pouvait pas juger en toute équité aujourd'hui de la rédaction d'un tel rapport. Mais concrètement, ça ne change pas grand-chose parce que, comme l'a dit lui-même Shabazz, eh bien, ce rapport, il est déjà quasiment terminé. Il va être présenté d'une semaine à l'autre devant l'ONU et donc, concrètement, Israël n'a pas gagné grand-chose. On doit s'attendre à un rapport à charge pour Israël ? Oui, mais bien évidemment, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le précédent, le rapport Goldstone sur la précédente opération menée par Israël dans la bande de Gaza. Peut-être que William Shabazz savait, le précédent de Richard Goldstone en tête, ce juge sud-africain qui, après avoir dirigé la commission sur la précédente opération militaire menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, eh bien, quelques mois plus tard, était revenu sur les conclusions de la commission qui portait son nom. Donc c'est un précédent intéressant. Voilà, on en reparlera évidemment à la sortie du rapport. Allez, on reste en Israël avec cette visite, Cyril, du président Rivlin hier à Hébron. C'est largement commenté dans la presse ce matin. Oui, c'est fait la une du Haaretz pour la première fois. Depuis 17 ans, un président de l'État d'Israël s'est rendu à Hébron lundi, entouré d'un très lourd dispositif de sécurité et pris à partie par des militants de gauche israéliens. Reuven Rivlin a donc prié au caveau des patriarches avant d'inaugurer un musée dans la partie juive de la ville. La dernière fois qu'un président s'était rendu à Hébron, c'était en 1988 lorsque Ezer Weizmann était venu présenter ses condoléances à une famille victime d'un attentat terroriste. Si je peux me permettre juste une petite remarque sur Rivlin, le président israélien. Il a eu une déclaration intéressante. Il a dit que rien ou personne ne pourra l'empêcher de se rendre à Hébron et rien ou personne ne pourra l'empêcher de se rendre au colloque sur la démocratie organisé, je crois, par le journal Haaretz. Donc un président qui se veut bien évidemment au-delà des partis, au-delà des divergences et qui veut représenter tout à la fois les Israéliens les plus à droite ou les plus attachés au grand Israël ou au maintien israélien dans les territoires et les Israéliens les plus à gauche ou les plus attachés aux valeurs démocratiques et libérales. Des pressions politiques, des lobbies surtout de droite et de gauche qui ont lancé ces appels spécifiques.
On parlera de Hebron dans un instant avec vous, Dror, avec une autre visite politique, c'était hier. Et un mot de diplomatie encore dans les journaux ce matin. Cyril, c'est l'ambassadeur de Jordanie qui fait son retour en Israël après plusieurs mois d'absence. Ouais, 3 mois exactement après avoir rappelé son ambassadeur en Israël. Eh bien, la Jordanie a annoncé hier que ce dernier allait regagner son poste à Tel Aviv. Le royaume hachémique qui, vous vous en souvenez, souhaitait protester contre les violations répétées d'Israël sur l'esplanade du mont du Temple à Jérusalem et qui estime dorénavant que les choses vont dans le bon sens. Et c'est d'ailleurs une décision qui a été saluée hier par Benyamin Netanyahou qui voit une contribution aux intérêts communs des deux pays mais également à la stabilité de la région. Voilà, et on finit par le Bahreïn pour refermer ce tour d'horizon de la presse régionale ce matin. Une nouvelle chaîne de télé saoudienne a fermé brusquement quelques heures après son lancement. C'est très certainement la chaîne qui a eu la durée de vie la plus courte, enfin en tout cas pour le moment, puisqu'elle a été lancée en fanfare dimanche depuis Bahreïn, mais qu'elle n'a diffusé ses programmes qu'un peu moins de 24 heures. Il s'agit de la télévision Al-Aram qui a cessé d'émettre donc hier. Alors officiellement, elle a cessé d'émettre pour des raisons techniques, mais ce faux départ pourrait s'expliquer par un dérapage éditorial. Alors, je vous fais le rappel, la chaîne Al-Arab, c'est une chaîne qui appartient au richissime prince saoudien, Al-Walid Ben Talal, qu'on vient de voir sur l'écran, et qui souhaite concurrencer les chaînes de télévision Al Jazeera et Al Arabiya sur le terrain de l'info. On continue. Le hic, Barbara, c'est qu'en choisissant Bahreïn, qui n'est pas vraiment connu pour son exemplarité en matière de liberté d'expression, de liberté de la presse plus précisément, eh bien, le propriétaire saoudien a peut-être commis une erreur de débutant, puisque pour son premier journal, eh bien, la chaîne a eu la mauvaise idée d'inviter un opposant bahreïni. La sanction a été immédiate, Barbara, interruption des programmes, et depuis hier matin, si vous vous connectez sur la chaîne, eh bien, vous ne verrez que des messages publicitaires, et c'est aujourd'hui, nous dit le Al-Wasat, le journal bahreïni, que doivent délibérer les autorités du pays pour savoir si oui ou non la chaîne va continuer d'émettre. Voilà, du Bahreïn, on passe à l'Iran. On va rester dans le golfe Persique où Mahmoud Ahmadinejad signe son grand retour sur la scène politique. L'ex-président iranien a lancé hier un site internet officiel. Il était silencieux depuis la fin de son mandat et on le voit, vous allez le voir, afficher un large sourire sur ce site internet. Il prépare donc son retour à moins d'un an des législatives. Regardez, c'est un sujet signé Mathias Inbar. C'est le grand retour de Mahmoud Ahmadinejad. C'est du moins lui qui l'annonce spécifiquement sur sa page internet créée pour l'occasion. Ce n'est pas dans un entretien à la télévision d'État, mais bien sur son site où il apparaît souriant que l'ancien président iranien annonce son projet politique. Celui qui a observé le silence depuis la fin de son mandat et l'élection du président modéré Hassan Rouhani en juin 2013 protège son image et véhicule un message bien rodé. Il se présente comme l'unique favori du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. En toile de fond de ce retour sur la scène politique, les débats entre réformateurs et conservateurs en ordre de bataille en prévision des prochaines législatives prévues début 2016. Mais si Ahmadinejad se présente comme le sauveur d'un Iran pris à la gorge par les sanctions économiques et un niveau du pétrole au plus bas, son camp ne l'entend pas de cette oreille. Car les conservateurs lui reprochent sa gestion du pays entre 2005 et 2013 et surtout le niveau de corruption 136e sur 175 dans le classement 2014 des pays perçus comme corrompus par l'ONG Transparency International. Mais alors que le camp réformateur de Rouhani ne parvient pas à se sortir des sanctions internationales imposées par les Occidentaux face au programme nucléaire controversé, reste à savoir si les Iraniens ne préféreront pas soutenir celui qui se présentait à l'époque comme le défenseur d'un Iran fort, en mettant en avant la lutte anti-occidentale et surtout anti-israélienne. Est-ce qu'il a des chances d'être réélu, Mahmoud Ahmadinejad ? Alors peut-être oui, mais ce sera peut-être pas non plus grâce au bienfait de la démocratie. Ce qu'il faut faire très attention avec cette nouvelle entrée en vie politique de Mahmoud Ahmadinejad et puis l'annonce de ces élections législatives de 2016 en Iran, c'est qu'il ne faut surtout pas céder au chant des sirènes démocratiques en Iran pour un régime qui s'apparente beaucoup plus aujourd'hui à une autocratie militaire. Il faut rappeler que tous les candidats sont aujourd'hui téléguidés par le guide suprême, que leur candidature est soigneusement validée et que la route de Mahmoud Ahmadinejad, si tant est qu'il a été à nouveau choisi par le guide suprême, est encore longue jusqu'à la présidence. Alors justement, est-ce que sous la présidence de Rouhani, est-ce que les Iraniens ont vu leur liberté améliorée, leurs conditions de vie améliorées ?
Parce que quelque chose a changé pour leur quotidien. Non, ces élections de Rouhani, en fait, c'était un second mythe. C'est-à-dire qu'il y a eu le double mandat de Mahmoud Ahmadinejad avec une extrême rigueur, et sur le plan de la religion islamique, et sur le plan de la rigueur et de son opposition à l'Occident sur le dossier nucléaire iranien. Et puis de l'autre côté, il y a eu cet impact aujourd'hui absolument indéniable des sanctions économiques, une économie qui s'est véritablement effondrée, des accusations très lourdes de corruption. Alors il fallait un visage peut-être plus aimable pour faire passer la pilule aux Iraniens. C'était le rôle de Rouhani, bien que pendant son mandat absolument rien n'a changé. Pour 2013, qui est pourtant l'année de l'élection de Rouhani, on a eu près de 300 exécutions à mort, la dernière date de tout juste 3 mois. On a des élections avec l'Occident qui n'ont absolument rien donné, on a des combats sur tous les fronts, des déclarations extrêmement agressives à l'égard d'Israël, et même sur la liberté d'expression avec Charlie Hebdo. Donc non, le visage réformateur de Rouhani n'a certainement pas tenu ses promesses. Alors justement, cette mentalité islamo-conservatrice est mise toujours en Iran, et Ahmadinejad était peut-être celui qui l'incarnait au plus haut point. On se souvient de ses diatribes anti-Occident, anti-Israël, anti-américaine, etc. Est-ce que cette idéologie est toujours populaire aujourd'hui en Iran, 35 ans après la révolution islamique, dans un Iran qui veut se moderniser? Populaire ou pas, elle est toujours présente, et c'est le choix de l'ayatollah Khomeini que de la maintenir. Et on peut que rappeler les élections de 2009 où la vague de contestation contre Mahmoud Ahmadinejad et cet espoir démocratique avant même le printemps arabe n'avait absolument rien donné d'autre qu'une violente et meurtrière répression contre la population. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours effectivement un espoir au sein de la population iranienne, on ne peut pas le nier. Il y a aussi une claire déconnexion entre ce que pense le centre-ville de Téhéran et ce que pense l'ayatollah Khamenei, mais l'Iran, c'est aussi une véritable fracture sociale et religieuse entre des campagnes très pauvres, très religieuses, très conservatrices, et un centre-ville qui aspire à plus de liberté, qui en bénéficie avec un cadre extrêmement régulé, de la même façon qu'il y a une économie planifiée, si on peut dire aujourd'hui, en Iran, qui s'inspire grandement de celle de l'URSS. Et bien de la même façon, il y a un système politique également très planifié, pour ne pas dire des élections planifiées. Justement, on avait reproché à Ahmadinejad d'avoir dilapidé la manne pétrolière du pays. La situation économique ne s'est pas franchement améliorée. Certainement pas améliorée, mais c'est surtout que la fin du mandat de Mahmoud Ahmadinejad a fait tomber le masque sur le véritable impact des sanctions économiques. Pendant les 2 mandats de Mahmoud Ahmadinejad, les dirigeants iraniens, et Khamenei en tête, ont tenté de prétendre que justement ces sanctions économiques bénéficiaient à l'Iran parce qu'elles l'a poussé à l'autosuffisance, à davantage d'autarcie économique, et qu'en soi c'était un bienfait. Et puis la fin de ce mandat a montré concrètement que l'économie iranienne, malgré l'inflation, malgré aujourd'hui des mesures de prévention iraniennes, était absolument au bord de l'effondrement, et que la manne pétrolière ne suffisait pas, à cause notamment du manque de potentiel de raffinage de la part des Iraniens avec leur propre pétrole, ne suffit pas à maintenir l'économie iranienne en place. Alors un mot de l'accord que l'Occident s'apprête à signer avec l'Iran sur son programme nucléaire. Que va en faire le successeur à Rouhani, que ce soit Ahmadinejad ou un autre ultra-conservateur? Est-ce qu'il va le maintenir, cet accord? Alors d'accord, il n'y en a pas vraiment pour le moment. La prochaine échéance, c'est le 24 mars. Et puis ensuite, on parle du 1er juillet. C'est-à-dire que pour le moment, il y a eu des tentatives de dialogue. Un dialogue qui est péniblement maintenu. Aucune souplesse de la part des Iraniens. Une véritable volonté de patience de la part de la communauté internationale qui a d'autres chats à fouetter, notamment en se battant contre Daesh et l'État islamique. Et donc ce dossier nucléaire iranien qui est clairement passé au second rang des priorités de la communauté internationale. La seule chose qu'on peut déduire aujourd'hui, c'est que l'ayatollah Khamenei gère toujours et tient les rênes de ce pays complètement, qu'aujourd'hui Rouhani était un visage un petit peu plus souple et aimable envers la communauté internationale, mais qu'au vu des combats contre Daesh et de la nécessité de l'Iran également d'être un petit peu sur tous les fronts, on l'a vu au Yémen, on l'a vu en Syrie, et qui est un petit peu en première ligne, au même titre que la communauté internationale dans sa lutte contre Daesh, eh bien peut-être que Khamenei va vouloir bénéficier un visage un petit peu plus militaro-conservateur pour prendre la tête d'un prochain gouvernement, et c'est là peut-être la chance du retour d'Ahmadinejad. Et on peut dire que les négociations, en tout cas sur ce programme nucléaire, si Ahmadinejad est élu, vont être interrompues? Interrompu, peut-être pas. Des négociations, il faut rappeler que tous ces présidents sont un petit peu les marionnettes, encore une fois, et que donc il ne faut surtout pas augurer en fonction d'un président ou d'un autre d'une direction que vont prendre. Ils suivront simplement les instructions de Khamenei, et le régime maintient ses intentions dans une opacité la plus totale. Et il faut préciser que les experts s'accordent aujourd'hui à dire que l'intention de l'Iran n'est peut-être pas d'obtenir une bombe atomique en tant que telle, mais plutôt une capacité militaire nucléaire, une Medinat Saf, c'est-à-dire un pays seuil sur la capacité nucléaire, que c'est peut-être ça la volonté des Iraniens aujourd'hui,
aujourd'hui. Et ça, Ahmadinejad comme Rouhani sont capables de l'obtenir facilement. Les élections législatives donc, qui se tiendront en mars 2016, dans un petit peu plus d'un an. On suivra évidemment le dossier de très près. On parle politique israélienne à présent. À un mois et demi des élections, les sondages se succèdent. Le dernier en date affiche un regain pour le Likoud. Et quoi qu'il arrive, faute peut-être au système israélien, la gauche ne parviendrait pas, même si elle remonte dans les sondages, à créer une coalition. Dror, vous nous éclairez sur ces derniers sondages. Alors il faut insister sur le fait, comme vous l'avez fait, qu'il reste encore un mois et demi avant les élections, et en politique israélienne, c'est beaucoup de temps. Il peut se passer beaucoup de choses. On a vu ces derniers temps à quel point l'ordre du jour du débat public en Israël était monopolisé par une succession d'affaires qui se succèdent les unes aux autres. La semaine dernière, on parlait plutôt des tensions sécuritaires après ce qui s'est passé sur la frontière nord. Et c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs cette remontée du Likoud dans les sondages qu'on va constater tout de suite avec ce graphique qui va nous montrer la moyenne des 3 derniers sondages. Un 4e est paru ce matin, il ne change pas grand-chose. Voilà, on constate que le Likoud est en tête avec 26, le camp sioniste Ardor Livni 25, le foyer juif de Naftali Bennett, dont on va parler tout à l'heure, est en baisse, 13 sièges seulement, la liste commune des partis arabes 12, les partis centristes, le Yesh Atid et le Kulanu ne parviennent pas à émerger véritablement, 9, 7 sièges, un léger mieux également pour les partis religieux. Lieberman, Israël Beitenou, 6 mandats seulement, il est à la limite du seuil d'éligibilité, même chose pour le Meretz qui est en véritable danger avec le parti de gauche, avec 5 sièges seulement. Donc voilà une remontée du Likoud, un tassement de son principal concurrent, le camp sioniste mené par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. C'est sans doute lié à ce qui s'est passé la semaine dernière. Binyamin Netanyahou n'est pas véritablement populaire, on le sait, mais par contre, en termes de crédibilité, sécuritaire, diplomatique, il suscite davantage la confiance des électeurs que le tandem Herzog-Livni, c'est assez clair. Vous l'avez dit, la semaine a été marquée par plusieurs scandales, dont un scandale baptisé Bottlegate qui concerne Sarah Netanyahu, mais des révélations aussi sur ce qu'on a appelé Bibi Tours, qui concerne des voyages en avion pour la famille Netanyahu. Et finalement, tous ces scandales qui concernent le Premier ministre actuel n'ont pas fait fuir ses électeurs, au contraire. Non, effectivement, mais je pense que c'est lié à la situation sécuritaire. Dans 2 semaines, le contrôleur de l'État, va publier un rapport sur les dépenses de la résidence officielle du Premier ministre, avec, a-t-il laissé entendre, des soupçons éventuels de fraude, d'infraction à la loi. Et là, on verra quel sera l'effet sur le comportement électoral des Israéliens. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que d'après les derniers sondages, en termes de coalition, qu'est-ce que ça peut nous donner? Et là, on va voir tout de suite qu'une coalition de droite, dirigée par Binyamin Netanyahou, avec ses partenaires naturels que sont les partis religieux, avec le foyer juif de Bennett, et puis également le parti de Lieberman, serait assez largement majoritaire, plus de 60 sièges. J'ai pas le total en tête, mais je pense qu'on obtient environ 64-65 mandats en faisant le total des partis de droite et des formations religieuses, avec le parti centriste de Kahlon qui pourrait s'ajouter. Donc c'est 7 mandats, donc une coalition assez confortable, assez solide pour Binyamin Netanyahou. À l'inverse, si et homogène, donc stable. Pardon ? Et homogène, donc stable. Homogène et stable, effectivement. Ouais. Donc, à l'inverse de la coalition sortante, dont on sait à quel point elle était tirée à vue, effectivement. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si la gauche réussit à dépasser, si le camp sioniste réussit à dépasser le Likoud, il ne parviendrait pas, faute au système, à créer cette coalition. Encore une fois, dans l'état actuel des sondages, et on va le voir, si le président de l'État, Reuven Rivlin, confie à Yitzhak Herzog le soin de créer une coalition autour de lui, une coalition de gauche ne parviendrait pas en tout cas une coalition de gauche avec l'apport des partis centristes et des partis religieux, et on sait à quel point les partis religieux apprécient guère Yair Lapid. Est-ce que Yair Lapid et les partis orthodoxes pourraient siéger dans une même coalition? C'est pas évident. Est-ce que Lieberman, qui était un temps pressenti comme un éventuel partenaire de la gauche, et il l'a dit récemment avec Dor Lieberman qu'il n'était pas question pour lui de siéger dans un gouvernement de gauche, donc que les 2 seules options sont
de son point de vue, sont un gouvernement de droite ou un gouvernement d'union nationale, ce qui réduit encore plus les chances de voir un gouvernement de centre-gauche aux prochaines élections, encore une fois, d'après les sondages actuels. Et il y a une troisième éventualité, qui est celle d'un gouvernement d'union nationale, dont on parle de plus en plus. Et là, bien évidemment, aucun problème. On obtient une très large majorité avec les deux grands partis que sont le Grand Sioniste et le Likoud, et avec l'appui des partis religieux et des partis centristes. Là, aucun problème. C'est une éventualité qui est probable, peut-être pas la plus probable. Pour l'instant, l'éventualité, à mon sens, la plus probable, ce serait celle d'un gouvernement composé autour du Likoud, et composé également par les partis centristes et les partis religieux. Dans l'état actuel des sondages, c'est le scénario le plus probable et assez confortable du point de vue de Benyamin Netanyahou, mais encore une fois, on est à 1 mois et demi du scrutin. Ça peut changer. Oui, et puis il faut rappeler que ce schéma, il n'est pas loin d'être reproduit également aux dernières élections, avec Tzipi Livni à la tête de Kadima, qui avait eu le plus grand parti aux dernières élections, avec 29 mandats devant Benyamin Netanyahou, et qui n'avait pas réussi à former une coalition parce que justement, elle n'avait pas séduit les partis centristes et de centre-droit. Et cette coalition était donc revenue dans les mains de Benyamin Netanyahou. Et là, ce qui est important, c'est que, encore une fois, si, comme les sondages actuels le prévoient, Benyamin Netanyahou et le Likoud arrivent en tête, de toutes les manières, il est très probable que Benyamin Netanyahou se voit confié par le président de l'État le soin de créer une coalition, et que donc l'éventualité d'un scénario à la Tzipi Livni ne se reproduise pas. Cyril. Oui, un mot sur votre question, sur les différentes affaires de détournement de fonds qui éclaboussent la famille Netanyahou. Je crois qu'au contraire, elle joue en faveur de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre qui n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est perçu par son électorat comme victime d'une calomnie, d'une presse ou des médias israéliens qui sont, selon lui, tout acquis à la cause de la gauche israélienne. Je pense que l'atout de Netanyahou, c'est le domaine sécuritaire, le domaine diplomatique. Et lorsque les Israéliens ont ces questions-là en tête, ils ont tendance à accorder davantage de confiance à Benyamin Netanyahou. Et les scandales qui éclaboussent la famille Netanyahou ne font que rajouter dans l'impopularité, parce que c'est tout le paradoxe. On a une société israélienne, un pays qui est assez majoritairement à droite, en tout cas sur les questions diplomatiques, sur les questions diplomatiques et sécuritaires, donc assez majoritairement à droite, mais le principal leader de la droite, le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou, souffre d'un réel déficit de popularité. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que ces sondages le montrent clairement, et comme le souligne Cyril également, on se profile avec un face-à-face de Benyamin Netanyahou face au couple Livni-Herzog. Il y a une personnalisation de cette campagne, une campagne qui pour le moment ne vole pas très haut, avec ces scandales de corruption à répétition. On ne parle pas vraiment de débat d'idées pour le moment. Et Benyamin Netanyahou, par contre, semble bénéficier de cette personnalisation du combat, puisque l'électorat de droite semble vouloir voter utile et ne pas répartir ses voix pour sauver le leadership de Netanyahou, qui en tout cas à droite semble le seul crédible aujourd'hui. Une personnalisation de la campagne que l'on doit en fait à l'élection directe de 92. On va peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'en 92, pour la première fois, le système politique israélien avait tenté une réforme, celle de l'élection en 96, tentait une réforme du système électoral qui visait à mettre 2 bulletins dans l'urne, une pour la liste et une pour le candidat au poste de Premier ministre. Et le système n'est pas resté, mais la personnalisation, beaucoup de promesses de réforme de ce système électoral que Benyamin Netanyahou n'a d'ailleurs jamais tenu. Allez, on s'attarde à présent sur un parti, on l'a évoqué dans le sondage, il s'agit du Foyer juif, le parti nationaliste religieux. Son leader, Naftali Bennett, lui a amorcé un véritable lifting depuis les dernières élections, mais la vieille garde du parti maintient une idéologie extrêmement dure, exemple avec cette visite guidée, je vous le disais, de la ville de Hebron par Orit Strouk et les numéros 14 de la liste du Foyer juif. Maël Benoliel et Uri Shapira l'ont accompagné. Hébron, l'une des plus anciennes villes du Proche-Orient encore habitée, est au cœur du conflit israélo-palestinien depuis des décennies. Et c'est précisément ici que la députée Orit Strouk, membre du Foyer juif, parti politique nationaliste qui prône l'installation des Juifs en Cisjordanie, nous a donné rendez-vous. Cette Israélienne vit à Hébron depuis 32 ans avec son mari et ses 11 enfants. Elle tient à nous faire visiter cette ville de Cisjordanie où cohabitent tant bien que mal plus de 200 000 Palestiniens et environ 1000 Israéliens. Voilà la ville d'Hébron. De ce côté-ci, on peut voir le tombeau des patriarches. Et de ce côté-là, c'est la partie de la ville qui a été donnée à l'autorité palestinienne. Et en fait, seulement 3% de Hébron est accessible aux Juifs. Tout le reste, soit 97% de la ville que vous voyez ici devant vos yeux, est interdite d'accès aux Juifs. Au fil des siècles, la ville a connu des vagues successives de cohabitation entre minorités juives et majorités musulmanes.
Mais dans le contexte du conflit israélo-palestinien, Hébron est depuis longtemps le théâtre de tensions religieuses et politiques. Des tensions qui requièrent la présence constante des forces de sécurité israéliennes. Je pense que la cohabitation sera beaucoup plus stable quand il n'y aura plus ici d'autorité palestinienne et qu'il y aura à la place une autorité israélienne. Nous nous trouvons ici grâce à notre force, mais surtout parce que nous sommes dans notre bon droit. Considérée comme l'une des villes les plus saintes du judaïsme, elle regorge de sites archéologiques majeurs de l'histoire religieuse. Site qu'a tenu à nous présenter Orit. Ces fouilles archéologiques ne nous ont rien appris de nouveau parce que tout est déjà écrit et connu. Mais cela renforce le fait que Hébron est une ville qui appartient au peuple d'Israël depuis des milliers d'années. C'est aussi ici que serait enterré le premier patriarche de la Bible, Abraham, et sa famille. C'est d'ailleurs depuis le caveau des patriarches que Orit Struk fait sa prière tous les matins. J'ai ici devant moi un passé glorieux. Il y a aussi ici les racines du peuple d'Israël, donc la justification de notre présence dans ce pays. Nous ne partirons jamais d'Hébron. Nous sommes contre la solution de 2 pays pour 2 peuples. Tout d'abord parce qu'il n'y a aucun peuple à part le peuple juif qui a des droits sur cette terre. Et ensuite parce que nous avons vu ce qu'avaient donné les précédents retraits israéliens, uniquement du sang et des larmes. Hébron, autre ville symbole du conflit israélo-palestinien où 18 checkpoints gardés nuit et jour par des dizaines de soldats de Tsahal séparent le quartier juif du reste de la ville. Un checkpoint comme celui qui se trouve derrière moi. Le prix à payer selon certains et en attendant mieux pour conserver le caractère juif de cette ville ancestrale. Voilà pour cette ville de Hébron. Dror, on l'a vu dans le sondage, le parti de Naftali Bennett, le parti d'Orit Struk, a perdu quelques sièges. Est-ce que c'est parce qu'il existe un décalage entre l'image que Naftali Bennett souhaite faire régner sur son parti, ce parti ouvert, moderne, et puis cette vieille garde, comme on le disait En fait, Orit Struk, pour être très précis, elle n'appartient pas au parti de Naftali Bennett. Elle appartient à un petit parti plus radical sur les questions politiques, mais aussi et surtout sur les questions religieuses, qui a fait liste commune avec le foyer juif de Bennett. Et on a l'impression que Naftali Bennett essaye de mettre un peu de côté en fait Orit Struk et ses camarades et l'aile droite de son parti pour présenter effectivement l'image d'un parti ouvert à d'autres pans de la société, pas seulement au sionisme religieux, un véritable parti de gouvernement, un parti de droite décomplexé, très ancré à droite, mais moderne et capable d'assurer les plus hautes fonctions, de parvenir aux plus hautes fonctions et de diriger l'État. Et là, ça coince un petit peu parce que le sionisme religieux se perçoit comme une élite, effectivement, une espèce d'aristocratie dans la société israélienne, mais encore et toujours comme un groupe qui tient à son identité de groupe et qui ne tient pas à se diluer en quelque sorte dans la société israélienne. Et c'est là qu'il y a un décalage entre Naftali Bennett et son parti, et la baisse dans les sondages actuels est l'illustration de ce décalage. Merci beaucoup Dror, merci à tous les trois. À suivre dans le morning, vous le savez, en France, Marine Le Pen enchaîne les succès. Le FN a le vent en poupe après son succès aux élections partielles dans le Doubs. Et Marine Le Pen s'est exprimée en exclusivité sur i24 News, c'était hier soir. On revient évidemment sur ses déclarations après un nouveau journal. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Alors je vous le disais, Marine Le Pen s'est exprimée en exclusivité hier soir sur i24 News. On va l'écouter dans quelques instants. Myri, bonjour. Bonjour. Vous avez attentivement écouté cette interview évidemment et on va essayer ensemble, avec vous aussi Rudy, de décrypter ce succès que récolte Marine Le Pen avec tout d'abord évidemment cette élection partielle dans le Doubs. C'est la preuve pour certains spécialistes que Marine Le Pen a réussi son pari, celui de dédiaboliser son parti, d'en faire finalement un parti comme les autres. C'est en tout cas ce que disent les derniers sondages. Donc, dans le dernier sondage qui a été publié par Odoxa fin janvier, donc il y a quelques jours seulement, 56% des Français jugent que le parti de Marine Le Pen devrait être à présent considéré comme un parti normal, un parti comme un autre, comme l'UMP ou encore le PS. 41% seulement pensent le contraire. Vous voyez, c'est un espèce de glissement ces dernières années, en tout cas depuis que Marine Le Pen
Pen est à la tête du Front National et qu'elle a donc remplacé son père. Et en tout cas, c'est ce qu'en disait Steve Briouat. Vous savez, c'est le nouveau maire de Hénin-Beaumont. Il est Front National et il a emporté les municipales. Écoutez-le. On va l'écouter dans quelques instants, mais cette image finalement qui a été lissée du Front National est directement liée à la prise du parti par Marine Le Pen. Elle a donné sa marque de fabrique. C'est une jeune femme, une femme active, 2 fois divorcée, elle est moderne, elle travaille, elle est à la tête d'une famille recomposée. Vous voyez, donc c'est tout à fait une autre image que son père. Elle passe bien à la télé, elle est assez photogénique, il faut dire. Elle a lissé le discours. Donc vous voyez qu'on ne parle plus de musulmans, mais d'islamistes radicaux. On ne parle plus d'immigration, mais d'immigration de masse. Donc on essaye vraiment de poser les mêmes, si vous voulez, les mêmes idées, mais avec d'autres termes qui, eux, passent évidemment beaucoup mieux dans une démocratie et dans une république. Et ces dédiabolisations, eh bien, elles fonctionnent. Il y a quelques jours, Steve Briouat, tout à l'heure, on l'a vu à l'écran, Steve Briouat qui a donc remporté les municipales à Hénin-Beaumont. Et bien, voici ce qu'il en disait à ce moment-là. Nous offrons l'image d'un parti uni, soudé, avec une ligne politique claire et un leader incontesté. Et beaucoup de partis politiques nous envient. Le Front évolue aussi. Le Front, il y a 40 ans, c'était il y a 40 ans. Voilà. C'était en 72. Donc c'est sûr que je n'étais pas né à l'époque. Bon, donc c'est sûr que ça n'a plus rien à voir avec le Front d'avant. Et oui, parce qu'on n'est pas dans le même monde. La société a évolué aussi. Donc les priorités ne sont peut-être plus les mêmes parfois. Alors, tout le monde commence à considérer peut-être le FN de manière différente. C'est le cas de plusieurs journalistes aussi, Christophe Barbier notamment. Oui, le trombinoscope, vous savez, ça récompense les politiques de l'année. Ce sont des journalistes qui l'attribuent à des politiques. Et bien cette année, Steve Briouat, donc le maire de Hénin-Beaumont, a remporté c'est l'élu local de l'année 2014. Ça a évidemment provoqué un tollé. Vous pensez bien, des membres de l'UMP et du PS ne se sont pas déplacés, surtout du PS d'ailleurs, lors de cette remise qui a lieu à l'Assemblée nationale, même dans un des salons de l'Assemblée nationale. Et les journalistes disaient, dont Christophe Barbier, qui est directeur de la rédaction de l'Express, il disait on ne récompense pas les idées du Front National, on récompense là une percée évidente du Front National et le fait que c'est indéniable, en 2014, il y a eu vraiment une sortie fulgurante du Front National qui prend de plus en plus de part sur le politique et dans le politique. Et Christophe Barbier qui souligne, et d'autres journalistes, dont Arlette Chabot également, qui soulignent qu'aujourd'hui, il faut faire avec le Front National et que ça ne marche plus. Cette idée de diabolisation, ça ne marche plus de mettre à l'écart le Front National. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, que, mis à part l'image, le Front National, le contenu même du parti, l'essence même du parti a changé ? Alors oui et non. Donc on l'a vu sur la forme, oui, ça a changé puisqu'on n'a plus des sorties fracassantes de Jean-Marie Le Pen. Vous savez, il était adepte de ces phrases choc qui choquent, comme le détail de l'histoire en parlant des chambres à gaz, par exemple. Marine Le Pen, elle dit que tout écart, tout propos raciste sera immédiatement sanctionné. On l'a vu d'ailleurs pendant les dernières élections que certains membres du parti ont été mis à l'écart. En tout cas, ils ont dû rendre leur carte du Front National. Mais dans le fond, il faut regarder quand même un petit peu au-delà. Jean-Marie Le Pen est toujours là, il est toujours le président d'honneur du Front National. Marine Le Pen ne l'a jamais désavoué, il est toujours là quand il s'agit d'un meeting du Front National. Il fait encore et toujours des déclarations fracassantes qui, si d'un premier abord semblent choquer Marine Le Pen, on peut... choquée peut-être pas, mais en tout cas où elle essaie de prendre de la distance, quelque part ça allie l'ancien Front National, je mets bien des guillemets à ancien Front National, et le nouveau Front National, c'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen permet de garder une cohésion entre l'image d'avant et l'image d'après, et de garder, vous savez, les anciens du Front National, eux estiment que... C'est une base électorale, voilà, que Marine Le Pen est trop douce, qu'elle n'est pas assez virulente, et donc garder son père à ses côtés, en fait, ça permet d'allier les deux. Et puis, si on revient à ces élections dans le Doubs, il y a quelque chose d'important quand même à souligner. La candidate Sophie Montel, celle qui est donc passée au second tour avec plus de 30% des voix quand même,
Non, elle est frontiste. Oui. Elle a évincé l'UMP, donc elle se retrouve au second tour avec le PS. Eh bien, elle a soutenu en 96, tenez-vous bien, les propos sur les inégalités raciales de Jean-Marie Le Pen. Ce n'est pas rien. C'est d'ailleurs l'Entente, hein, c'est un site internet qui scrute les propos du FN, qui met ça en avant. Donc elle estime effectivement que les inégalités raciales existent, elles sont justifiées. Elle le disait en 96, ça m'étonnerait qu'elle ait beaucoup changé d'avis. Voilà pour la réponse à la question, pour savoir si les FN a réellement changé ou non. En tout cas, c'est vrai que le blog vidéo de Jean-Marie Le Pen, ça apparaît un peu comme une épine dans le pied de Marine Le Pen à chaque fois. C'est-à-dire qu'il fait une sortie fracassante comme il a l'habitude de le faire. Alors certes, ça rallie peut-être les anciens du parti, mais ça l'embête énormément dans sa stratégie de communication nouvelle qui est extrêmement propre. Donc c'est toujours encore un petit jeu de communication entre les deux. Et c'est vrai qu'elle n'arrive pas réellement à le désavouer, elle ne peut pas le faire. Ah, dans une relation père-fille aussi, c'est compliqué. Voilà, qui ajoute encore de l'ampleur à cette saga familiale. Mais je vous propose tout de suite d'écouter Marine Le Pen. C'était donc une interview exclusive pour i24 News hier soir au micro de Jean-Charles Banoun. Le Front National a fait le bon diagnostic depuis de nombreuses années. Il a eu le courage, souvent seul contre tous d'ailleurs, d'évaluer le danger du développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays, de dénoncer l'immigration qui est le terreau du communautarisme, qui lui-même est, il faut bien le dire, le berceau du développement du fondamentalisme islamiste. Donc les Français s'aperçoivent que courageusement nous avons fait le bon diagnostic et ils se rendent compte au fur et à mesure que nous avons également les bonnes solutions. Je crois qu'il ne peut y avoir qu'une réponse globale au problème qui est le nôtre, et pas seulement des mesurettes conjoncturelles. Je pense qu'il y a 4 axes principaux qu'il faut absolument revoir de fond en comble. Le premier, c'est celui de l'immigration et de nos frontières. Nous devons, comme n'importe quelle nation souveraine, libre et indépendante, maîtriser nos frontières. Nous devons arrêter l'immigration, car l'immigration de masse, l'immigration anarchique, évidemment, aujourd'hui, nous pose énormément de problèmes et entre autres le problème du développement du fondamentalisme islamiste. Deuxièmement, deuxième grand paquet, il faut effectivement donner les moyens à l'armée, à la police et au renseignement, alors que ces moyens ont été effondrés depuis des années, tant d'ailleurs par le gouvernement sous Nicolas Sarkozy que sous celui de François Hollande. Deuxièmement, il faut lutter pour la laïcité et contre le communautarisme. Or, cela fait des années que nous indiquons au Front National, regardez, il y a des éléments de revendication des fondamentalistes islamistes auxquels nos dirigeants, nos communes, nos départements ne cessent de se soumettre. Eh bien, tout cela, ce sont des morceaux d'un puzzle qui est en train de nous sauter au visage. Et enfin, permettez-moi, quatrièmement, il faut à tout prix revoir notre politique internationale. Nous ne pouvons pas accepter d'être en relation d'alliés avec des pays dont nous savons pertinemment qu'ils financent, qu'ils aident, qu'ils soutiennent le fondamentalisme islamiste au travers du monde. Donc là, vous visez le Qatar, mais est-ce que, par exemple, pour vous, la France a raison aujourd'hui de participer à cette coalition internationale qui bombarde justement l'État islamique ? Mais moi, j'étais pour cette intervention. Mais je voudrais tout de même que l'on soit un peu plus clair avec les Français. Pour faire quoi ? Avec qui ? Car si c'est pour y aller avec le Qatar et l'Arabie Saoudite ou faire confiance à la Turquie, je ne suis pas d'accord. Si c'est aller lutter contre le fondamentalisme islamiste en envoyant quelques bombes en Irak, mais se refuser à attaquer la tête, le noyau, le cœur du fondamentalisme islamiste qui, nous le savons, s'est installé en Syrie, c'est une politique absurde. Permettez-moi d'autant qu'en matière d'absurdité, la France a quand même fait très fort. C'est tout de même en partie grâce à nous qu'en Libye, les fondamentalistes islamistes sont arrivés au pouvoir et qu'ils y ont imposé immédiatement la charia. Marine Le Pen, je voudrais qu'on parle aussi de la situation de la communauté juive en France, qui a été traumatisée évidemment par ces attentats et celui qui a visé donc l'hypercachère de Vincennes. François Hollande, Emmanuel Valls l'ont répété, la France sans les Juifs n'est pas la France. Aujourd'hui, de nombreux Juifs peut-être songent à partir. Est-ce que vous vous dites qu'ils ont raison de songer à partir parce qu'ils ne sont plus en sécurité, ou qu'au contraire, la France doit tout faire pour qu'ils restent ?
Comment voulez-vous que je me réjouisse que des compatriotes envisagent de quitter leur pays? Le foyer des Français de confession juive, c'est la France. Et la France se doit de faire respecter en France la sécurité. Chacun a droit à la sécurité. Et considérer qu'il y a des Français qui envisagent d'aller ailleurs parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, je trouve que c'est un gigantesque constat d'échec, non seulement pour le gouvernement actuel, mais en réalité pour ceux qui se sont succédés depuis 20 ans et qui ont laissé se développer sur notre territoire par scrupule, par complexe, en raison du politiquement correct, une situation dont ils savaient qu'elle était explosive et qui, effectivement, a fini par exploser. Voilà pour cette interview. Bonjour à Antonin André, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. Alors pourquoi Marine Le Pen a un discours qui plaît en France en ce moment? Comment vous expliquez ce regain de popularité du FN? C'est un regain de popularité qui joue largement sur le ressort de la crise économique. Et on voit d'ailleurs que son électorat progresse, notamment dans le monde ouvrier. C'est avant tout les questions économiques et sociales, la désespérance d'une partie de nos compatriotes et les échecs successifs des gouvernements de droite et de gauche à être capables de juguler cette montée du chômage qui amène à Marine Le Pen un surcroît de popularité et qui aujourd'hui la mettent en situation quasiment d'être considérée comme une alternative crédible à deux grands partis politiques qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans et qui ont toujours échoué. Alors justement, tant le PS de Hollande que l'UMP sous Sarkozy n'ont pas permis aux Français de rétablir leur confiance en leur pays. Est-ce que c'est une question d'homme ou une question de conjoncture et est-ce que la solution s'appelle forcément Marine Le Pen ? Non, c'est un peu les deux. Il y a une question de conjoncture évidente, il y a aussi une question d'homme et d'incarnation du pouvoir et de l'autorité que jusqu'ici François Hollande avait du mal à éviter. Il a un peu rétabli cette image à l'occasion de la crise que la France vient de traverser de ces attentats et ce qu'on appelle le phénomène du 11 janvier. Aujourd'hui, il n'y a plus de questionnement sur la stature présidentielle de François Hollande et ça peut lui permettre de rééquilibrer le match avec Marine Le Pen. Alors il lui reste encore pas mal de chemin à parcourir. On voit aussi qu'il y a une autre alternative possible face à Marine Le Pen, c'est Manuel Valls qui aujourd'hui est un meilleur candidat de gauche dans les sondages d'opinion que François Hollande pour qualifier son camp au second tour d'une présidentielle. Alors justement, est-ce que vous pensez que les élections partielles dans le Doubs sont un avant-goût de la présidentielle ? Non, on est beaucoup trop loin de l'échéance, donc c'est très difficile de tirer des enseignements. Ce qu'on voit dans le Doubs, en réalité, c'est qu'il y a quand même un petit surcroît de fierté, on va dire, de l'électorat de gauche, qui se mobilise un peu plus et qui retourne vers les urnes pour soutenir ses leaders. Ça, c'est encourageant, mais évidemment, on est encore trop loin de l'échéance pour pouvoir tirer de conclusions sur cette législative partielle du Doubs. Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, merci d'avoir été avec nous ce matin. Rudy, alors ce succès que connaît le FN se joue aussi notamment grâce à sa campagne de communication sur Internet. Oui, la première chose à rappeler, c'est que le FN, c'est le premier parti de France à avoir mis un site Internet en ligne. C'était en 2007, alors que le monde politique français, lui, tardait à comprendre l'importance qu'allaient prendre quelques années plus tard les réseaux sociaux. Et alors, depuis l'arrivée de Marine Le Pen début 2011, le discours donc très calculé, on l'a dit, et surtout adapté à sa destination, c'est-à-dire Twitter ou forum, etc. Alors, Lysion, c'est un expert en communication numérique qui parle dans un article de l'Express d'une verticalisation du discours, c'est-à-dire que le message part des communicants du FN tout en haut pour être relayé avec beaucoup de fidélité sur les réseaux sociaux par les militants en 3 étapes qui font toujours les mêmes: promouvoir, quadriller et puis diffuser pour justement éviter les dérapages. Le message, lui, doit rester intact, même relayé par les internautes. Alors si ces mêmes militants, ces internautes militants, si ces militants entrent dans les débats, ils le font alors au nom propre et non pas au nom du Front National pour justement éviter tout dérapage. Éviter les dérapages, c'est un point essentiel pour Marine Le Pen. C'est important pour un parti, donc on l'a dit, qui joue la carte de la normalisation. Pour les prochaines échéances électorales, on a d'ailleurs appris il y a quelques mois que 2 personnes ont été employées par le FN, engagées à temps plein pour passer en peigne fin tous les comptes Twitter et Facebook des futurs candidats FN pour éviter tout point de polémique. Alors, dernier exemple de cette volonté de maîtrise, c'était il y a une quinzaine de jours, Marine Le Pen avait fait interdire une vidéo d'Aymeric Chauprade qui était jugé un de ses conseillers, qui était jugé trop polémique et a demandé à ses militants de l'enlever. Donc pour maîtriser sa com, le FN a aussi lancé son propre réseau social interne qui s'appelle les Patriotes pour pouvoir gérer la communication des militants vers les réseaux sociaux.
Alors, tous les partis communiquent sur Internet, évidemment, on le sait. Pourquoi le FN y progresse plus? Pourquoi le FN est plus présent sur la toile? Le point clé, ce sont justement les militants. C'est-à-dire que les grands partis, eux, lancent des sites Internet, leurs grands dirigeants lancent des tweets, etc. Mais là, avec les militants, les équipes de FN travaillent sur des forums de discussion pour diffuser leurs idées. Par exemple, il n'y a pas un commentaire d'article sur un site de news sur Internet où il n'y a pas une idée du FN. Alors quand vous en lisez une, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais par contre, quand vous en avez lu 100, eh bien, au final, vous trouvez que cette idée devient tout à fait normale. Et il n'y a pas un article où ce genre d'idée n'est pas présente. Et ça, c'est un véritable travail qui a été fait. Voilà, et un travail qui marche, qui fonctionne. Merci Rudy, merci Myri. À suivre dans le Morning, on parle de la situation en Ukraine. Elle reste extrêmement tendue ce matin après un nouveau regain de violence. Le détail après un nouveau journal. Restez avec nous. Merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv et on s'intéresse ce matin à la situation en Ukraine qui reste extrêmement tendue. Après un nouvel échec des pourparlers, les séparatistes ont appelé, eux, à une nouvelle mobilisation de 100 000 hommes supplémentaires et Washington pourrait armer le régime de Kiev. Le point en image. Les séparatistes mettent leurs menaces à exécution. La semaine dernière, ils avaient annoncé qu'ils pourraient élargir leur offensive dans l'Est en cas d'échec des pourparlers de Minsk. Après l'impasse de la rencontre entre représentants ukrainiens et séparatistes pro-russes, le leader autoproclamé de la République de Donetsk a annoncé ce lundi de nouvelles mesures. Nous allons mobiliser un grand nombre de personnes pour l'armée. Compte tenu de la situation sur le front et vu l'attitude de l'Ukraine, nous allons devoir mobiliser tous ceux capables de porter une arme. Après les événements d'aujourd'hui, c'est même devenu une urgence. Ce sera une mobilisation générale. S'ils parvenaient à un tel recrutement, les séparatistes seraient 2 fois plus nombreux sur le terrain que l'armée ukrainienne. De son côté, Kiev a en effet rappelé 50 000 combattants en janvier. Un déséquilibre stratégique qui pourrait permettre aux partisans de Moscou de prendre Debaltsev, une ville à mi-chemin entre les deux fiefs de la rébellion, Lougansk et Donetsk. Dans le centre-ville, les combats font déjà rage. Tirs d'obus, explosions, la population excédée attend un dénouement rapide de la situation. Par centaines, il fuit des combats de plus en plus récurrents. Et face à l'aggravation de la situation, le commandement militaire de l'OTAN et les responsables militaires de l'administration Obama ont annoncé qu'ils pourraient envoyer des armes à l'armée ukrainienne. Avec un budget de 3 milliards de dollars, les États-Unis devraient fournir des drones de reconnaissance et des missiles anti-chars. Une aide létale souhaitée par Barack Obama, mais des voix discordantes s'élèvent. Angela Merkel affirme être contre l'idée d'une intervention de l'Occident, préférant croire à l'option diplomatique. Mais face au silence du reste de l'Europe, la visite jeudi du chef de la diplomatie américaine John Kerry prend une autre tournure, réaffirmer la prépondérance du soutien des États-Unis à des autorités ukrainiennes de plus en plus dépassées par l'intensité des combats dans l'Est. Et on retrouve sur la ligne de front à quelques kilomètres de Donetsk notre correspondant Stéphane Siohan. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelle est la situation ce matin ? Alors ce matin, la situation est un tout petit peu plus calme que dans les heures qui viennent. Je me trouve dans une petite ville qui s'appelle Artemivsk, qui est à 70 km au nord de Donetsk, où depuis plusieurs jours, même s'il n'y a pas de bombardement directement, nous entendons en permanence le son du canon de l'artillerie ukrainienne. Nous sommes à peu près 20 km de la ligne de front et nous sommes tout près de cette ville stratégique qui s'appelle Debaltsevo. Debaltsevo, c'est la ville dont on entend le plus parler actuellement. C'est une ville de 25 000 habitants entre Donetsk et Lougansk. Elle est toujours contrôlée par l'armée ukrainienne, mais les séparatistes pro-russes en ont fait leur objectif militaire principal. Et la ville est en passe d'être entourée par les forces pro-russes qui ont déclenché il y a environ 8 jours des combats très importants là-bas. Alors justement, les forces pro-russes espèrent mobiliser 100 000 hommes supplémentaires. C'est ce qu'a expliqué hier le chef séparatiste de cette province de Donetsk. Est-ce que c'est une déclaration de guerre pure et simple ? Alors, il s'agit pour moi d'une déclaration de guerre psychologique. En effet, pour le moment, il est encore difficile de savoir si les séparatistes vont pouvoir recruter 100 000 hommes sur le territoire de Donetsk. Il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté le territoire vers la Russie, vers l'Ukraine. Il s'agit peut-être également
d'une façon de pouvoir cacher, de pouvoir maquiller l'arrivée de nouveaux mercenaires, de nouveaux militaires qui viendraient de la Fédération de Russie. 100 000, c'est un chiffre important. Il faut savoir que il y a actuellement 50 000 personnes qui sont en train de se battre du côté pro-russe. En tout cas, il paraît difficile d'imaginer que dans les 10 jours à venir, les séparatistes pourront recruter 100 000 personnes. En tout cas, l'administration américaine semble se réveiller et étudier la possibilité de fournir des armes à l'armée ukrainienne. Est-ce que ça pourrait changer la donne sur le terrain ? Oui, c'est un débat qui est en train de venir en Amérique, de venir en Europe ces derniers jours. On le voit à la tonalité des articles de presse. John Kerry va venir en visite à Kiev jeudi prochain. Beaucoup de personnes se demandent s'il va venir avec un cadeau pour l'armée ukrainienne qui seront des armes létales. Pour le moment, il existe une aide des États-Unis et du Canada notamment qui apporte du matériel non létal, donc non mortel à l'armée ukrainienne. Pour le moment, on ne sait pas si l'administration Obama va passer le pas de donner une aide létale à l'armée ukrainienne. Cela renforcerait les équilibres, mais cela aurait un risque majeur. Cela aussi pourrait entraîner l'armée russe à emmener beaucoup plus de matériel et d'armes en Ukraine. Voilà, pour le moment, on ne sait pas quelle va être l'annonce de John Kerry. Vers une possible fuite en avant. Merci beaucoup Stéphane Sion d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à quelques kilomètres de la ville de Donetsk. Betsabé, bonjour. Bonjour Barbara. On va passer en revue les autres titres de l'actualité internationale ce matin et on commence avec le procès du Carlton. Bien sûr, Le Figaro souligne pas de huis clos demandé bien sûr par les parties civiles tandis que les caméras piétinent à l'extérieur. Le tribunal rejette la demande, le procès sera public. Alors l'ambiance tout d'abord décrite par Libération. Dès l'ouverture du procès, l'impression d'un fossé entre deux mondes. Ces deux mondes, d'un côté les prévenus. Cyril, vous n'avez pas éteint votre portable. 13 hommes et femmes, beaucoup de ventres rebondis et de crânes dégarnis autour d'un DSK bronzé et liant, écrit Libé. Et puis de l'autre côté, le monde des parties civiles, prostituées, ex-prostituées, 4 femmes fines, serrées, statufiées. Et bien sûr, face à eux, cette sorte de foire, 300 journalistes d'une vingtaine de nationalités qui, on imagine, ne vont pas rater le moindre détail. Alors au-delà de l'ambiance, que s'est-il passé hier lors de cette première journée ? Le Monde revient sur les 10 dernières minutes de ces 5 heures d'audience. Le président a pris la parole dans un procès où, bien sûr, la sexualité est omniprésente. Il a cru bon de préciser, le tribunal n'est pas le gardien de l'ordre moral. Il faudra donc s'en tenir aux faits et non pas aux détails sexuels. Une sexualité crue qui ne semble pas avoir raison en revanche du social-libéralisme dont DSK est la figure. Le Même Monde, dans un éditorial, cette fois, revient sur cette Strauss-Kahn qui serait même florissante de l'ancien patron du FMI qui a été relayé par le Premier ministre français actuel Manuel Valls et son ministre de l'économie Emmanuel Macron. Finalement, tout n'est pas mort de DSK. Voilà. Un procès qui devrait durer 3 semaines. Les audiences, en tout cas, on continuera de le suivre. Autre titre que vous avez repéré dans la presse ce matin, ça se passe en Iran. Il s'agit d'un concours de caricatures, cette fois sur la Shoah. C'est une réponse finalement aux caricatures de Charlie Hebdo. Bien sûr, c'est une réplique à Charlie Hebdo. Les ultra-conservateurs iraniens cherchent à choquer, écrit Le Point, avec un concours international, pas seulement en Iran, organisé conjointement par la mairie de Téhéran et un journal iranien, Amshari, qui ne cherche pas qu'à choquer puisqu'ils remettent en cause la Shoah. Fox News, qui publie d'ailleurs l'une de ces caricatures, raconte que le gagnant recevra la somme de 12 000 $ et le dessin vainqueur sera exposé au musée palestinien d'art moderne, d'art contemporain de Téhéran. Metro News souligne de son côté, l'Iran provoque encore, et oui, ce n'est pas la première fois qu'une telle compétition a lieu dans le pays. En 2006 déjà, le journal Amshari, pas rien, c'est l'un des plus grands journaux du pays, avait lancé un concours similaire. On voit d'ailleurs derrière l'ombre quelques-unes de ces caricatures qui avaient été exposées au musée de Téhéran en illustration. Voilà.
Voilà, direction le Nigeria à présent. On parle d'autre chose. C'est un autre univers, celui de Barbie. Exactement. Elle connaît un sérieux revers, Barbie. Et oui, à cause d'une concurrente, une Barbie noire. Alors tout a commencé quand Taofik Okoya, c'est un père de famille nigérian de 43 ans, a voulu que sa fille soit, je cite, fière et heureuse d'être une petite fille africaine, raconte 20 minutes. Alors 7 ans plus tard, les 2 lignes de poupées créées par ce papa, on la voit effectivement, une de ces poupées, donc une des lignes, elles occupent désormais 15% du marché du jouet dans le pays. Elles dépassent la Barbie occidentale qu'on connaît. Alors ces Barbies noires sont modelées en fait sur les 3 ethnies les plus représentées au Nigeria. Alors bien sûr, elles sont loin du stylisme occidental, couleurs vives, motifs populaires en Afrique de l'Ouest, sans doute ce qui ont contribué à ce succès de cette Barbie. Évidemment, les petites filles s'identifient. On passe au Royaume-Uni avec un bon plan que vous avez repéré ce matin. On loue des bureaux à l'heure. Et pas seulement des bureaux. Ça se passe où? Sur un nouveau site, Vrumi, V-R-U-M-I, qui permet de louer une pièce, pas seulement un bureau, ça peut être aussi bien un salon ou une salle de bain, à Londres pour une courte durée, donc à partir d'1 heure. 10 € l'heure la salle de bain, par exemple, dans le très chic quartier de Notting Hill. Ne me demandez pas pourquoi. Exactement, je vous ai devancé. Un peu moins de 7 € l'heure pour une cabane en bois. Alors voilà le genre d'annonce que vous trouvez sur le site d'annonce entre particuliers qui s'adresserait avant tout à des professionnels, nous dit l'article, comme un écrivain qui cherchera un endroit calme pour écrire 1 heure, un masseur ou un prof particulier. Bref, lui, c'est un R&B de la journée, écrit The Independent, à l'heure où le marché du partage est en pleine expansion. Voilà, pour les Londoniens. 1 heure dans une salle de bain, Cyril, pour faire quoi? Je sais pas, pour prendre une très très longue douche peut-être. Préparez votre vitesse. Allez, on finit par une nouvelle tendance pour se faire plaisir sur Internet. Voilà, c'est le phénomène digital du moment. Écrit la stampa en Italie, ça s'appelle l'ASMR et ça consiste à provoquer des sensations de bien-être grâce à Internet à travers des stimulations sonores et visuelles. Alors je vous arrête tout de suite, on parle de bien-être cérébrale. Avec ce réel bienfait, l'ASMR réconforte les personnes qui se sentent mal, ça vous détend. Des effets qui valent ceux d'un bon massage du dos, écrit même la stampa. Alors vous avez des mots en italien qu'on comprend très facilement. Ah oui, on a tous compris le titre. Oui, tout à fait. Alors effectivement, ils appellent ça même le brain orgasme. Alors en italien, ça donnerait quelque chose comme le cervogasme, qui est un petit peu moins sexy quand même. Alors vous avez toutes sortes d'effets sonores. Voilà, ça c'est une des vidéos. On n'entend pas la femme. On va pas se faire une séance maintenant, mais en gros, on vous parle, comme ça on vous raconte des choses, on vous susurre, on vous simule des massages, voilà. Alors ceux qui veulent essayer, je vous en prie, bonne journée. Il faut chercher quoi sur YouTube, voilà? ASMR, A-S-M-R. Il y a beaucoup de vidéos. Cyril a levé les sourcils très très haut à l'instant. Merci beaucoup, Betsabé. Cyril, on parle d'un autre pays avec vous. Il était sous le feu des projecteurs cette semaine, c'est le Japon. Et c'est le pays mis à l'honneur dans l'émission Focus, à suivre dès demain sur i24 News. Le Japon en est froid après la décapitation de ces 2 otages. Oui, l'effroi et la colère évidemment, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même la première fois qu'un citoyen asiatique est exécuté par l'organisation de l'État islamique. Et puis il faut comprendre que pour la plupart des citoyens japonais, le Moyen-Orient et ses conflits incessants, c'était jusqu'au mois dernier un théâtre de conflits très lointain, une contrée très lointaine, le Japon qui s'est tenu à l'écart, qui a réussi à se tenir à l'écart de la poudrière du Moyen-Orient. Et puis la colère évidemment, parce que beaucoup de Japonais craignent que cet épisode tragique n'approfondisse un peu plus l'engagement de leur pays dans les conflits incessants du Moyen-Orient. Certains Japonais reprochent même au Premier ministre Shinzo Abe sa politique du pacifisme proactif. Vous voyez, cette politique, cette diplomatie qui consiste à, d'un côté, maintenir le pays dans une certaine forme de pacifisme, mais d'un autre côté, à annoncer, il y a quelques mois au Caire, que le Japon allait promettre une aide de 200 millions de dollars à des pays qui sont engagés dans la lutte contre l'État islamique, ce qui n'a pas plu. Beaucoup de critiques à l'égard du gouvernement japonais depuis une semaine. Exactement, voilà, beaucoup de critiques, et beaucoup de critiques surtout sur la maladresse dans la gestion de ce conflit. Ouais. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir payé une rançon? Pourquoi mettre en danger la vie des ressortissants japonais? Puis cette maladresse qui n'a pas échappé aux médias japonais. Le Premier ministre japonais qui était en visite, vous vous en souvenez, il y a une dizaine de jours en Israël, et qui avait fait sa première action officielle
avec derrière lui des drapeaux japonais, mais également des drapeaux israéliens. On peut quand même, il y a de quoi quand même critiquer donc cette gestion de crise par le Japon. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'à cause de cette crise, de cette double décapitation, eh bien, le Japon s'engage militairement au sein de cette coalition internationale? Alors c'est un peu prématuré pour le savoir. Si demain le Tokyo va décider justement de rejoindre cette coalition internationale contre l'État islamique, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain de la décapitation du second otage, le Premier ministre japonais Shinzo Abe eh bien, a annoncé sa volonté de réviser la constitution japonaise qui, vous le savez, eh bien, depuis 1947, les Japonais ont renoncé à la guerre pour trouver une solution à des conflits internationaux. Parmi les raisons qui poussent le Japon à réformer cette constitution, il y a évidemment une nouvelle donne géopolitique qui entoure le Japon, notamment la montée en puissance militaire de la République de Chine, et puis ces îles, les îles Senkaku, qui sont administrées par le Japon mais qui sont revendiquées par la Chine, et puis dernièrement les essais nucléaires de la Corée du Nord qui inquiètent beaucoup évidemment l'archipel nippon. Voilà, vous en reparlerez évidemment dans l'émission Focus, mais vous parlez également dès demain dans votre émission d'un astronaute japonais. Il est en visite en Israël. Oui, on va passer en revue pas mal de choses demain dans l'émission. On va parler évidemment de politique ou de géopolitique, et puis on va aller dans certains quartiers de Tokyo, notamment le quartier d'Harajuku. C'est un quartier très haut en couleurs où on voit des cosplays, c'est-à-dire cette technique de déguisement qui consiste à revêtir les habits de vos mangas préférés quand vous êtes japonais. Et puis on a effectivement interviewé un japonais, c'est Soichi Noguchi, qui était en Israël pour la semaine de l'aérospatiale israélienne. Ça a été le premier à essayer de confectionner un sushi dans l'espace, le premier sushi de l'espace. Je vous propose de regarder un petit extrait. Voilà, on voit ici en train d'essayer de composer son sushi dans l'apesanteur. Et je vous propose de l'écouter. Of course, the cuisine. Bien sûr, la cuisine, c'est quelque chose qui représente bien un pays. C'est un aspect très important de la culture d'un pays. C'est pour cela que je voulais vraiment faire du sushi dans l'espace. Évidemment, il y a beaucoup de difficultés techniques. Tout d'abord, le poisson frais, vous ne pouvez pas l'emmener dans l'espace sans certaines précautions techniques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du sushi lyophilisé. Je l'ai pris avec moi dans la station spatiale. En plus, il faut du riz de bonne qualité, il faut rouler tout ça en apesanteur. Voilà, le rendez-vous est pris, 21h40, demain, après le grand direct sur i24 News. Merci Cyril. Betsabé, on se retrouve après un nouveau journal. On parle d'un phénomène qui prend de l'ampleur, avoir un enfant à 40 ou 50 ans. Ou plus de 50 ans. Ou plus de 50 ans. Restez avec nous. On va parler dans un instant des grossesses tardives. Avoir un enfant à 40 ou 50 ans, c'est désormais de plus en plus possible et ça ne choque plus grand monde finalement. Mais avant cela, Rudy, je me tourne vers vous. Quelle transition. On passe... Alors, vous voulez qu'on commence par les grossesses tardives? Non, pas du tout. Il n'en peut plus d'attendre, Rudy, depuis hier. Il y a un suspense pas possible depuis le début de ce morning. Allez, on commence avec ce qui fait le buzz sur Internet ce matin. Et tout d'abord, cette polémique partie hier d'un site Internet d'emploi. Oui, si possible, pas juif ou pas juive. Voilà ce qui était écrit dans l'offre d'emploi de la société NSL Studio sur le site d'emploi spécialisé dans le graphisme Graphic Job. Donc c'est un site d'emploi sur le graphisme. Alors c'est le site des Inrocks qui a révélé l'affaire, qui a fait grand bruit. À la base, il y a Anne-Sophie qui tombe sur l'article et tombe aussi des nues devant cette phrase. Elle prend une capture d'écran, la partage sur sa page Facebook. Une amie à elle reprend l'information et poste immédiatement l'annonce sur Twitter avec le lien. Elle est retweetée une 50aine de fois en 1 heure. Dans l'après-midi, la rédaction, voilà, donc on voit le tweet. Dans l'après-midi, la rédaction des Inrocks retrouve le nom du studio à l'origine de l'annonce, qui n'était pas mis dans l'annonce. C'est un studio de graphisme basé dans le 19e arrondissement à Paris. La rédaction contacte l'agence de graphisme et la réponse est assez saisissante. Je cite: on a mis ça par rapport aux horaires. On est un studio qui ne compte pas ses heures et qui travaille parfois dans des moments de rush. Donc on voulait quelqu'un qui ne tienne pas compte des soucis culturels ou religieux. Voilà. Donc ça c'est la première réponse. Alors tollé et scandale sur les réseaux sociaux évidemment dans un contexte très tendu en France. L'annonce sera restée à peu près une demi-heure en ligne avant d'être supprimée avec ce tweet d'excuses de Graphic Job, le site sur lequel l'annonce a été diffusée. Puis retournement de situation, l'entreprise
crie au piratage ensuite avec un message Twitter. Voilà, bonjour, il s'agit d'un hack de notre annonce. Nous ne posterions jamais ce genre de message discriminatoire. Merci de faire tourner l'info. Recontacté par les Inrocks, le patron de l'agence dit, pour prouver sa bonne foi, que la même annonce a été publiée sur 2 autres sites sans cette mention. Donc lui crie au hacking. Quoi qu'il en soit, SOS Racisme a annoncé sur Twitter aussi avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. Voilà pour cette affaire. On a parlé du FN un peu plus tôt avec vous et vous vouliez nous montrer des images et des mots qui ne vont pas forcément ensemble. Absolument, dédiaboliser, on l'a dit, c'est ce qu'essaye de faire Marine Le Pen depuis qu'elle est à la tête du FN, mais il reste quand même les petites phrases de son papa et qui sont sans équivoque. Un internaute du site BuzzFeed a eu la bonne idée de mélanger ces phrases avec des images gênes. On va voir ça tout de suite. Par exemple, ce gentil chien qui court avec cette phrase « Je crois à l'inégalité des races » ou encore cette plage et une carte postale ? Oui, non, c'est ce qu'on appelle des images de banques d'images où on voit des gens très heureux comme cet homme qui saute avec sa valise sur la plage avec donc la phrase « L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle constitue une anomalie biologique et sociale ». Et puis pour finir en beauté, c'est avec le fameux l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine. C'est une manière justement de mettre en avant toute la stratégie de dédiabolisation du FN et on s'aperçoit du ridicule de ces phrases par rapport à ces images. Ça marche bien. Ça fonctionne. Moi j'adore, je trouve ça très kitsch. J'aime bien le décalé. La phrase ou la photo? Non, le décalé ensemble, oui. Allez, on finit par l'initiative de 3 frères qui ont grandi et on les suit en fait. Non, alors ils se sont eux-mêmes suivis. Il y a eu à peu près 30 ans d'écart. Les photos d'enfance, évidemment, on en a tous fait. On les garde et regardez. Donc, par exemple, leurs photos d'enfance, c'est 3 frères américains. On va voir donc cette photo, par exemple, sur la chaise. Eh bien, ils ont eu la bonne idée, 30 ans plus tard, de se retrouver et de reconstituer la photo telle qu'elle. Ça fait un buzz incroyable sur le net parce que là, c'est très réussi. Voilà les 3 frères. C'est un classique de le faire. C'est un classique, mais cette série de photos. C'est un classique, on retrouve des hommes de 45 ans en couche culotte. On en a vu pas mal. Exactement, ça fait des photos assez bizarres. Vous avez fait la vôtre ? Non, pas encore. Je ne suis pas encore assez loin de mon enfance. Mais, on va regarder une autre qui est plutôt sympa. Voilà le frère qui tient son frère en couche culotte, vous l'avez dit, presque en landau. Et voilà, on va voir. Ça s'appelle un body, ça. Un body, merci. Et voilà le body 30 ans plus tard. Donc voilà, ça marche très bien. Et cette série de photos de ces frères américains fait le buzz sur le net. C'était un peu bizarre, mais un peu rigolo à regarder ce matin. Un peu bizarre. Ah, voilà encore une photo. Oui, ça c'est l'escalier avec leur tête aussi. Ils n'ont pas trop changé finalement. Merci. Je continue à penser qu'heureusement vous existiez. Quoi. Merci. Heureusement que vous êtes là. Un mot de cinéma à présent. On va parler des grossesses juste après. J'ai eu peur, vous m'avez regardé en parlant. J'ai eu peur qu'il fallait que je parle. C'est pas pour vous. Ça vous est déjà sûrement arrivé l'envie de visiter un pays après l'avoir vu sur grand écran. On pense à plusieurs films qui sont souvent des cartes postales et donnent un regain comme ça au tourisme du pays. On s'intéresse de plus près ce phénomène avec Daniel Campos et Sandy Fortis. C'est un sujet signé par les équipes du Culture Mag. Ce n'est pas une surprise, un film peut avoir un impact sur l'image du pays dans lequel il est tourné. Un long métrage peut avoir de sérieuses répercussions sur l'endroit qui lui sert de décor. Il peut inciter le public à le considérer comme une destination touristique ou au contraire à le fuir. La présence d'un pays dans un film peut être une bénédiction comme une malédiction. C'est pourquoi de nombreux gouvernements tentent d'utiliser le 7e art afin de promotion, un moyen pour défendre leur image nationale en se battant contre les stéréotypes traditionnellement perçus à l'étranger. Les films ont le pouvoir d'atteindre le grand public, mais le résultat est difficile à prévoir. On pourrait croire qu'un film romantique dans un lieu exotique serait une meilleure publicité pour le pays qu'un film d'horreur. Pourtant, des exemples montrent que les choses sont bien plus compliquées. Après la sortie du drame historique Braveheart en 1995, le nombre de visiteurs du monument William Wallace en Écosse a augmenté de 300%. En 2000, le film dramatique La plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen a engendré une hausse de 22% chez les jeunes touristes en Thaïlande. I know what I must do, but I'm afraid to do it.
Et même s'il est difficile de donner des chiffres exacts, certains experts affirment que depuis 2001, la Nouvelle-Zélande a vu son nombre de touristes augmenter de 50% grâce à la trilogie fantastique du Seigneur des Anneaux. Le village des Hobbits est d'ailleurs resté intact pour les touristes. Depuis 2005, l'histoire macabre d'un tueur en série australien situé dans le cratère de Wolf Creek a également fait des merveilles pour le tourisme de la région. Les locaux appellent ça l'effet Wolf Creek. Des exemples positifs, mais parfois il faut réparer les dégâts. En 2006, après la sortie du film d'horreur hollywoodien Paradise Lost, qui raconte l'histoire de randonneurs qui sont drogués et dont les organes sont vendus, le Brésil a craint une forte baisse de ses visiteurs. Le ministre du Tourisme de l'époque est allé jusqu'à faire appel à un service de relations publiques pour contrer les effets du film. Aujourd'hui, c'est un film russe nommé aux Oscars qui se retrouve au cœur d'une polémique. Léviathan, premier film russe à remporter un Golden Globe depuis Guerre et paix en 1969. La représentation d'une petite ville rurale du nord de la Russie avec de sérieux problèmes de corruption a suscité la colère des représentants du gouvernement et de l'Église orthodoxe. Financé en partie par le ministère de la Culture russe, le film qui n'est pas encore sorti en Russie a déjà été fortement critiqué par le ministre de la Culture en personne et qualifié de film anti-russe. Les habitants de Teriberka, où la plupart des scènes ont été tournées, sont quant à eux d'avis partagés, certains affirmant que le film reflète la réalité, quand d'autres s'offusquent. On voit bien qu'ils ont simplement trouvé un lieu magnifique pour tourner. C'est pour ça que Teriberka attire l'attention. Mais pour certains, l'image de corruption, de pauvreté et d'alcool décrit parfaitement les villes rurales russes. Je pense qu'à Teriberka, et pas seulement à Teriberka, mais dans toutes les villes du genre du pays, la vie est pire, bien pire que celle décrite dans le film. Teriberka n'a jamais été un lieu touristique. Une éventuelle récompense aux Oscars le 22 février prochain pourrait changer ça. Allez, on y vient. Avoir un bébé à 40 ou 50 ans, c'était une idée farfelue il y a quelques années encore. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. Effectivement. Alors, des chiffres. Barbara, en 2013, au Royaume-Uni, plus de 700 enfants sont nés de mères ayant plus de 50 ans. C'est un peu plus que 2 fois plus qu'en l'an 2000. Alors, comment certaines ont réussi à avoir leur enfant de manière naturelle, puisqu'on se posait la question en studio, mais la plupart d'entre elles ont eu recours à la fécondation in vitro. Alors, un phénomène... Les 3 stars qu'on voit là à l'écran. Voilà. Alors, vous allez nous commenter les stars. Donc, nous avons Carla Bruni à gauche. Moi, j'en ai fait une déjà. Ali Berry et Madonna. Exactement. Ok, d'accord. Mais on ne sait pas si c'était par voie naturelle ou artificielle. Non, d'autant que ce n'est pas l'objet de cette chronique, Barbara. Alors, un phénomène sur lequel le Royaume-Uni a planché, d'où les chiffres. Mais bien sûr, d'autres pays occidentaux, on s'en doute, sont concernés, comme la France, bien sûr. Bon, ce sont en tout cas des grossesses à risque, on s'en doute. Alors, en France, même évolution, on a des chiffres aussi. Selon l'INSEE, les enfants nés de mères de plus de 40 ans sont 5 fois plus qu'en 1980. On est passé de 1% à 5% avec, en 2013, 40 000 enfants. Alors, des chiffres, tout frais devraient être publiés d'ici la fin 2015 et on s'attend à des résultats surprenants. D'autant que je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a 10 ans, on parlait de grossesse tardive après, ça va nous faire mal, 35 ans, Barbara. En 2010, les femmes avaient leur premier enfant à 28 ans en moyenne et l'âge moyen des mères à l'accouchement s'élevait à 30 ans. Alors désormais, les grossesses dites tardives concernent les femmes enceintes à partir de 40 ans, alors que d'autres à cet âge ont des enfants de 15 voire 20 ans quand même. Bon, alors en quelques mots, on va en parler avec un spécialiste dans un instant, mais les risques. Alors les risques, de quoi inquiéter les autorités sanitaires françaises, insiste le Figaro Madame. Après 40 ans, 40 à 50% de risque de faire une fausse couche, augmentation du risque de césarienne, complications lors de l'accouchement, bien sûr, risque plus élevé de toutes sortes de petits problèmes, gros problèmes, diabète gestationnel, hypertension, et puis des grossesses prématurées aussi, et autre risque, eh bien celui d'une surmédicalisation
médicalisation du suivi de la grossesse, voire de l'accouchement, sans compter les difficultés à procréer. Je finirai là-dessus. En un an, une femme qui souhaite un enfant à l'âge de 40 ans, eh bien, il parvient dans 44% des cas. Elle aura 75% de chance à 30 ans. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus difficile de tomber enceinte. Évidemment, les chiffres changent très rapidement. Alors, on en parle avec un spécialiste. Nathan Wrobel, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes gynécologue, vous pratiquez la fécondation in vitro, la procréation médicale assistée. Est-ce que vous en voyez de plus en plus dans votre cabinet ces femmes qui ont 40 ans et plus? Oui, bien sûr. Bonjour d'abord, mais nous voyons beaucoup plus de femmes qui ont 40 ans et plus, bien sûr, pour des raisons essentiellement de vie professionnelle et aussi pour des raisons de carrière personnelle, de carrière amoureuse. On a constaté que l'âge de la première grossesse en particulier avance et vient volontiers à 40 ans et au-delà de 40 ans, bien sûr. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Et ce sont des grossesses, dans leur majorité, médicalement assistées? Non, je ne dirais pas ça. Il y a de nombreuses grossesses qui ne sont pas médicalement assistées au sens procréation médicalement assistée. Par contre, la grossesse à 40 ans et plus nécessite vraisemblablement une médicalisation plus importante, une surveillance plus importante. Elle est déjà beaucoup plus difficile à obtenir qu'une grossesse à 30 ans ou à 25 ans. Et le taux de fausses couches, comme vous le savez, est malheureusement supérieur dans ce type de grossesse. Le suivi est émaillé de plus de complications, pas obligatoirement, mais il y a plus en pourcentage, il y a beaucoup plus de complications de type hypertension artérielle, de type diabète. Et il y a beaucoup plus d'anomalies chromosomiques, il faut bien le dire, puisque après 40 ans, vers 41-42 ans, on atteint un taux de 1 à 2% d'anomalies chromosomiques, ce qui est quand même très important. Et puis, ceci sans compter les complications qui peuvent être liées à l'accouchement, avec des accouchements plus compliqués, notablement plus difficiles, plus compliqués, avec des taux de césarienne plus importants. Alors, est-ce que vous donnez des conseils aux femmes de plus de 40 ans qui voudraient tomber enceintes naturellement? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire? Non, essentiellement, non. Il est tout à fait possible de tomber enceinte à 40 ans et plus. Et ce que je donne comme conseil, c'est surtout de rapidement s'inquiéter au bout de quelques mois si la grossesse ne vient pas. Et à ce moment-là, ça nécessite sûrement une aide médicale, mais ne pas trop tarder, ne pas se présenter vers 44, 45 ou 46 ans devant un médecin pour lui demander de l'aide, parce que ça devient trop difficile, voyez-vous. Merci beaucoup, Nathan Wrobel, gynécologue, d'avoir été avec nous ce matin. Pour finir, Betsabe, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités sont en train de changer sur ces grossesses tardives, ou est-ce que ça choque encore de voir une femme de 40 et plus? C'est évident, on l'a beaucoup vu dans la presse. On l'a beaucoup vu dans la presse. Le phénomène est beaucoup plus accru, puisque les femmes privilégient leur carrière, puisque plus de femmes le font, les autres voient qu'elles peuvent le faire aussi. Cela dit, je pense qu'il y a un réflexe naturel de se demander si c'est approprié. On en parle dans nos vies, à la maison. On n'ose pas trop le dire, mais c'est vrai qu'une femme de 50 ans qui est enceinte, d'une certaine façon, ça nous surprend. Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, ça me rappelle l'histoire de Google et de Facebook qui, il y a quelques mois, avait créé la polémique parce qu'ils proposaient aux femmes, aux trentenaires qui étaient justement au cœur de leur carrière, de congeler leurs ovules pour avoir des enfants un peu plus tard. Donc on est exactement dans le même esprit. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Portez-vous bien et à demain.